Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle série de webinaires dont Philippe Prévost, moi d'Agrium, mais c'est l'ACTA qui va piloter cette série de webinaires dans le cadre du programme Défi XP. Et donc, moi, je suis là juste pour le support technique aujourd'hui. Et donc, pour cette introduction, avant tant que les personnes ne sont pas complètement arrivées, je rappelle que vous avez deux possibilités d'interaction avec les intervenants et les animateurs. D'une part, vous avez un bouton qui s'appelle discussion ou converser ou chat selon votre version. Et cette rubrique est surtout utilisée pour nous donner des informations ou pour nous faire part d'un éventuel souci technique, mais je vous rassure, il n'y aura jamais de problème technique avec cette plateforme. Et donc, l'autre bouton que l'on vous conseille là vivement d'utiliser, puisque c'est le bouton Q et R pour questions et réponses qui vous permet de poser toutes les questions aux intervenants et ils vous répondront en direct, bien entendu. Voilà, et donc, écoutez, je vais laisser la parole à Eric Monet qui va assurer cette animation et je vous souhaite un bon webinaire. Bonjour, écoutez, donc merci d'être présent. Je m'appelle Émeric Monet, du coup, je travaille à l'ACTA, je suis membre de la cellule d'animation nationale Défi. Et effectivement, aujourd'hui, on lance la première saison d'une série de webinaires, il y en aura 3 au total, qui visent à présenter entre le printemps 2022, il y aura une autre saison, une autre série à l'automne 2022 et au printemps 2023. On va organiser en fait des séries de webinaires qui visent à présenter des travaux du réseau Défi XP, des projets qui sont dans ce réseau. Ces webinaires sont organisés par thématique. Ils auront un format d'1 h 15 au cours duquel on va présenter 2 à 3 projets, des interventions d'1 quart d'heure et on aura un petit temps de 5 minutes entre chaque présentation. Donc, ces webinaires auront lieu les jeudis entre 13 h et 14 h 15. Il y aura un temps de questions-réponses entre chaque intervenant. Donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat, comme l'indiquait Philippe. On prendra donc ce temps de questions-réponses après chaque intervention. Alors, un tout petit rappel sur le réseau Défi XP qui est financé dans le cadre du plan Ecophyto. Donc, il y a 41 projets au total qui durent de 2018 à 2023 ou 2024. Le réseau Défi XP étant la composante expérimentale du réseau Défi qui comprend également à peu près 2000 fermes qui testent la réduction de l'usage des produits phytosanitaires dans leur production. Et ce réseau Défi XP vise à l'échelle du système de culture, à des échelles territoriales, de proposer, de tester, d'expérimenter des systèmes agroécologiques, voire des territoires, en mobilisant un certain nombre de leviers, des combinaisons de leviers qui visent à réguler les bioagresseurs en utilisant le moins possible de pesticides. Et donc, au total, ce réseau teste sur 197 sites et à peu près 260 systèmes de culture ces expérimentations sur plusieurs années. Alors, il y a plus d'informations qui sont données dans les pages écophytopiques du réseau Défi, du réseau Défi Ferme et Défi XP. Donc, si vous voulez des informations plus précises sur les projets, vous pouvez aussi consulter ces pages. Elles seront alimentées au fur et à mesure de l'acquisition des résultats de chaque projet. Et donc, aujourd'hui, on va traiter en particulier la thématique des méthodes de contrôle biologique qui sont des leviers importants dans ces approches agroécologiques. Donc, ces méthodes, elles sont très diverses dans leur modalité et dans leur type. Et donc, on voulait donner la parole aujourd'hui à un certain nombre de projets qui ont un petit peu axé leurs travaux autour de l'utilisation de ces méthodes. Donc, vous voyez à l'écran les 3 intervenants, les 3 projets qui seront présentés. Donc, Xavier Burguin de l'IFV pour le projet BI en viticulture, Julie Borg de l'INRAE pour le projet Ecopêche 2 et Olivier Izeb pour le CDHR Astrédor pour les projets Hortipépi et Hortipo 2. Voilà, donc je vais passer la parole à Xavier, que je les remercie tous les 3 de leur présentation. Le projet BI est un projet en viticulture qui teste sur 5 sites expérimentaux répartis dans les différents bassins viticoles, un système innovant sur chacun de ces sites, avec ici une démarche qui vise à reconcevoir les systèmes viticoles avec une bonne gestion de la santé du sol et une intégration des méthodes de contrôle biologique. Et je passe la parole tout de suite à Xavier.
Merci Émeric pour cette introduction. Donc, du coup, je vais partager mon PowerPoint. Bonjour à tous. Donc voilà, je m'appelle Xavier Bourguin, je suis ingénieur à l'Institut français de la vigne et du vin en poste à Cognac. Donc, je vais vous présenter le projet BI, biocontrôle et équilibre de l'écosystème vigne. Donc, tout d'abord, ce projet, il s'inscrit dans les expérimentations système, c'est-à-dire qu'on va tester vraiment un système complet allant mais de la gestion du sol jusqu'à la récolte du raisin. Donc, on va pouvoir mobiliser un grand nombre de leviers dans ce type d'essai. D'autre part, ce type d'essai, c'est des essais qui sont sur des longues périodes. Donc là, ici, on est sur une période de 6 ans, de 2018 à 2023. L'idée, c'est vraiment de mesurer une trajectoire d'évolution de la parcelle de la vigne sur laquelle on est, de voir comment évoluent les individus au sein de cette parcelle. Donc, comme le disait Émeric, donc l'objectif de ce projet-là, c'est vraiment de créer un système favorable à l'intégration des produits de biocontrôle dans leur diversité, dans un objectif, bien sûr, de réduire de 75% du coup l'IFT hors biocontrôle et d'arrêter l'utilisation des herbicides chimiques. Voilà. Sachant que, bien évidemment, les objectifs primaires sont de réussir à maintenir à la fois un rendement suffisant et une qualité suffisante vis-à-vis de la filière. Et aussi d'assurer, mais bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, avec cette notion de trajectoire, la pérennité des parcelles sur lesquelles on a mis cet essai. Donc, si au niveau du réseau, donc on a un réseau de 5 parcelles qui sont réparties au niveau national pour un peu retranscrire les différents climats présents. Donc, on a 2 parcelles en Nouvelle-Aquitaine, une à Bordeaux et une à Cognac. On a aussi une parcelle en Val-de-Loire, une parcelle en Languedoc-Roussillon et une parcelle en Alsace. Voilà. Donc, sur chacune de ces parcelles, qui sont des grandes parcelles, souvent d'une surface de 1 à 2 hectares, donc on va répéter en fait un système innovant qu'on appelle RABI au cours de cette présentation et un système de référence. Donc, on voit ici le système de référence en blanc et le système BI en bleu. Donc, au final, comme la vigne, c'est une culture avec des rangées, on va faire des bandes répétées de chaque système pour avoir une bonne représentation statistique sur l'essai. Donc, il y a aussi un témoin non traité qui est inclus à la parcelle pour retranscrire la pression de l'année et pouvoir voir ce qui se serait passé sans aucun traitement. Donc maintenant, je vais un peu rentrer dans le détail de ce qui est mis en place dans le système BI. Donc tout d'abord, on va s'appuyer sur 3 piliers pour concevoir notre système. Tout d'abord, la gestion du sol, où on va, par exemple, essayer de donner les ressources à la fois nécessaires à prendre pour élaborer son rendement, mais aussi fournir les ressources nécessaires à la mise en place de ces défenses. Sachant que, bien évidemment, tout ce qui est fertilisation et autres, ça va aussi jouer sur la santé et l'architecture de la plante. Voilà, on va essayer de privilégier plutôt une fertilisation, on va dire, qui évite d'avoir des pics de pousses de végétation et une grosse sensibilité de la vigne aux bioagresseurs. Et aussi, on va essayer de favoriser au maximum la lutte biologique par conservation sur nos sites. Donc ça sera vraiment la base avant toute application de produits, on va dire, de biocontrôle ou classique. Donc, je vais vous présenter 2 jeux de règles de décision qui ont été faits. Donc, tout d'abord, un jeu de règles de décision sur le mildiou. Donc, l'idée, c'était tout d'abord de se baser sur des observations simples à réaliser, juste présence-absence de maladie, de mildiou, des mesures qui permettent de retranscrire la biomasse, le stade phénologique, par exemple, mais rien de compliqué et plutôt des mesures hebdomadaires sur un îlot de parcelle. Voilà. Donc, on va adapter en fait l'utilisation des différents produits en fonction du risque de développement du mildiou. Donc, on va plutôt appliquer des matières actives, on va dire stimulatrices de défense des plantes, SDP, sur des risques très faibles à faibles, par exemple cérévisane et Kosuga.
Ensuite, en cas de présence de symptômes, on appliquera plutôt des produits comme l'huile essentielle d'orange douce. Et sur des pressions un peu plus fortes, moyennes à fortes, là, on va plutôt, on peut malheureusement pas se passer de l'utilisation du cuivre qu'on utilisera à dose réduite avec au final des phosphonates. Donc, sachant que ces deux produits étant des produits vraiment confirmés, on module les doses avec l'outil OptiDose. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cet outil, c'est un outil qui permet de moduler la dose homologuée en fonction du stade phénologique, donc qui représente un peu la sensibilité de la culture, de la biomasse présente, donc de la quantité de feuilles et de grappes à couvrir, et en fait du risque de développement milieu, qui est défini là grâce à l'aide du modèle potentiel système et des données Météo France. Voilà. Sur la stratégie du coup maintenant Odium. Donc ici, encore une fois, on peut partager la stratégie en 3 périodes, on va dire, de protection. Tout d'abord, une période qui va de 5-6 feuilles à la préfloraison, au final, donc, où on va avoir une stratégie fixe, en fait, en fonction de la présence d'Odium en l'année précédente et d'un modèle qui s'appelle Sovodium, qui permet de dire, en fait, si les conditions en début de saison et sur la fin d'année précédente ont été favorables, au final, au report de l'inoculum sur l'année en cours. Donc, ensuite, là, ici, vous avez verticalement, en fait, il y a 4 couleurs. Donc, une couleur, on va dire, le blanc, ça va être très faible pression, vert, faible, pression faible, orange, pression moyenne et rouge, pression forte. Donc, on peut voir pour la première période, donc on peut aller de pas de traitement jusqu'à, on va dire, l'utilisation d'une association SDP, produit asséchant. Sur la floraison, qui est une période très sensible pour l'Odium, là, par contre, on applique obligatoirement du soufre mouillable. Et une fois qu'on a passé cette période, sur la post-floraison, là, on va avoir une adaptation en fait, du choix du produit en fonction du risque parasitaire défini par potentiel système. Et donc, sur une pression très faible, on ne va pas préconiser de traitement. Une pression faible, plutôt des stimulateurs de défense des plantes, donc Cerivisan et Kosoga. Sur une pression moyenne, plutôt des produits asséchants, comme le bicarbonate de potassium ou les huiles essentielles d'orange douce. Et sur une pression forte, on reviendra sur un produit confirmé, qui est le soufre mouillable. Donc, l'idée, c'était… Enfin, voilà, on sait que le soufre, c'est le produit qui a le rapport coût-efficacité le plus favorable. Mais l'idée, c'était vraiment d'intégrer les produits de biocontrôle dans leur diversité sur cet essai. Et donc, pour décider en fait, de l'arrêt de la protection, on fait juste une notation sur les grappes à la fermeture qui nous dit voilà, si oui ou non on doit poursuivre la protection jusqu'au stade véraison, sachant que voilà, ça reste une observation qui est sur grappe et du coup qui est plus simple que les observations d'Odium précoces ou sur feuille. Donc maintenant, un peu dans l'application, du coup là on est plus dans les résultats. Donc on peut voir l'application moyenne des solutions de biocontrôle qui a été réalisée annuellement sur le réseau BID. Donc on peut voir que le produit le plus utilisé, c'est les phosphonates. On utilise aussi des produits fongicides comme l'huile essentielle d'orange douce, le soufre et le bicarbonate de potassium, et des SDP comme Kosoga et Cerivisan. Donc voilà, pour l'instant, on s'est vraiment concentré sur ces produits qui sont mieux connus, peut-être par exemple que des produits comme les bacillus qu'on souhaite travailler à l'avenir. On a aussi de la confusion sexuelle sur plusieurs parcelles du réseau. En termes de consommation de cuivre, donc on sait que c'est un gros enjeu de réduire l'utilisation du cuivre. Donc on peut voir qu'en termes de cuivre métal par hectare, on reste en dessous de 3 kg de cuivre métal par hectare depuis 2018. Donc on peut voir les années comme 2018 et 2021 où il y a eu une très forte pression que voilà, on est proche des 3 kg consommés. Voilà. Alors, sur le nombre, on pourrait croire que le nombre de passages a augmenté avec notre système, mais depuis le début du projet, on est sur un nombre de passages
par rapport à la REF qui est équivalent, et un nombre d'utilisations de matières actives différentes aussi qui est équivalent, c'est le nombre de traitements. Et par contre, voilà, sur l'IFT biocontrôle, on peut voir que sur la modalité BI, on utilise, on va dire, on utilise plus 500%, on augmente l'IFT biocontrôle de 500% par rapport à la référence enquête Agreste 2016. Donc, on a augmenté considérablement le nombre de produits de biocontrôle utilisés, sachant que, évidemment, ça passe, on arrive à maintenir l'efficacité souvent en cumulant plusieurs modes d'action. Voilà. Et sur l'IFT hors biocontrôle, donc on peut voir qu'on arrive à un niveau de réduction de 82% par rapport à l'enquête Agreste 2016. Donc, on respecte notre objectif de réduire de 75% l'IFT hors biocontrôle. Donc, l'IFT hors biocontrôle, il est constitué des applications de cuivre, mais aussi des traitements obligatoires contre la flavescence dorée, par exemple. Donc, pour les résultats de la stratégie, on va dire anti-mildiou, donc ici, on peut voir deux graphiques qui représentent les intensités d'attaque sur feuille et les intensités d'attaque sur grappe sur le réseau sur la période 2018-2021. Donc, on voit que sur feuille, on a une gestion qui est assez bonne du mildiou, sauf peut-être à Bordeaux où on a une différence significative entre la parcelle B et la référence, sachant qu'on reste en dessous de 10% de dégâts. Sur l'intensité d'attaque sur les grappes, donc on voit qu'on a plus de difficultés là par contre à protéger les grappes. Donc on a des résultats qui ne sont pas différents de la référence en Alsace, en Languedoc et en Val-de-Loire. Par contre, voilà, à Cognac, on a une différence significative avec la référence sur site, sachant qu'on reste en dessous des 10% de dégâts. Et à Bordeaux, on a eu une année très compliquée en 2018 qui fait que on reste au niveau quand même du témoin non traité sur ce site-là. Donc, on peut dire que c'est plus un échec des règles de décision. Voilà. Sur l'odium, donc on a eu beaucoup moins de pression odium sur notre réseau. C'est la problématique d'avoir un réseau que de 5 parcelles aussi. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en Languedoc et en Val-de-Loire, on n'a pas eu de pression significative depuis le début de l'essai. On a eu des pressions assez faibles en Alsace et à Bordeaux. Sachant qu'à Bordeaux, voilà, on a eu des problématiques pour gérer l'odium, on va dire, après la fermeture de la grappe sur le feuillage, donc ce qui explique qu'on soit dans la classe pas de différence avec le témoin non traité. On a eu plutôt une bonne gestion en Alsace et à Cognac sur le feuillage. Et sur les grappes, par contre, il y a une bonne gestion en Alsace et à Bordeaux sur les grappes. Par contre, à Cognac, on voit une différence entre la référence conventionnelle et notre système B, bien que le système B ne dépasse pas le seuil de nuisibilité pour l'odium. Donc, quelle est l'influence aussi sur le rendement? Donc, je dirais à Bordeaux, là c'est sur la période 2019-2021, donc on n'avait pas de différence en termes de rendement sur la parcelle. En Languedoc aussi, on n'avait pas de différence de rendement sur le rendement moyen par cep depuis le départ du projet. Val-de-Loire, on a même, c'est pas affiché le Val-de-Loire, mais il y a plus de rendement sur la partie B que sur la partie REF sur cette parcelle. Par contre, voilà, en Alsace, on est différent significativement, on a moins de rendement significativement par rapport à la REF, parce qu'on a notamment eu l'année 2021, l'année dernière, qui était très difficile, où on a perdu la quasi-totalité de la récolte et qui fait que c'est une année qui a un gros impact sur le poids moyen parcelle, sur ce site. À Cognac, on a un écart aussi significatif entre la parcelle B et la référence, sachant que là, c'est vraiment
Comme il y a eu peu de maladies sur ce site à part en 2018, c'est aussi lié beaucoup au changement de pratique, notamment de fertilisation, qui permettent de gagner un peu en termes de prophylaxie, mais qui ont aussi un impact au final sur le poids moyen parcelle. Donc, en conclusion, voilà, on a réussi à formaliser un corpus de règles de décision pour lutter contre les maladies cryptogamiques de la vigne. Donc maintenant, l'idée, c'est aussi d'étudier des nouveaux produits, peut-être qui pourraient, on va dire, on a beaucoup fonctionné par mode d'action. Et au final, voilà, s'il y a des nouveaux produits qui arrivent, on est prêt à les intégrer dans nos règles de décision et faire évoluer le programme petit à petit. Donc, on a réussi avec ces règles de décision en l'état de réduire l'IFT hors biocontrôle de 75%, sans forcément, du coup, augmenter le nombre de passages nécessaires pour les traitements. Voilà, ce qu'on se rend compte en termes de résultats, c'est que c'est difficile de maintenir un état sanitaire au niveau de la référence, notamment dans les années à très forte pression milieu. Voilà, après, on a vu qu'après 2018, on a vu des dégâts quand même sur le réseau, parfois importants sur certaines parcelles en 2018. On a aussi affiné nos règles de décision, ce qui fait qu'en 2021, sur des sites où on a vu des dégâts importants en 2018, maintenant, on est plus sécuritaire et on a vu des résultats assez pertinents. Par contre, en Alsace, l'année dernière, il y a une pression telle que le système n'a pas donné satisfaction. Donc voilà, par contre, le changement global des pratiques, voilà, il n'y a pas que les pratiques, il n'y a pas que les maladies qui jouent sur le rendement, et le changement global des pratiques peut entraîner une baisse de rendement, mais notamment à Cognac. Et à Winsenheim, là, c'est plus lié aux dégâts, on va dire, importants qui ont été observés l'année dernière. Voilà, donc dans les perspectives, donc, il y a beaucoup de travail à faire, mais sur la lutte biologique par conservation en viticulture. Donc, on a des projets aussi connexes qui permettent d'avancer, on va dire, sur l'évaluation des produits de biocontrôle seuls, sur des meilleurs indicateurs de risque, voire aussi travailler les aspects prophylaxie et sensibilité de la culture aux maladies. Donc voilà, j'ai présenté l'ensemble des résultats. Je suis disponible pour répondre à vos questions. Vous avez l'ensemble des référents IFV Biocontrôle en région qui sont présents sur cette diapositive. Okay, merci beaucoup, Xavier. Donc, il y a quelques questions ou demandes de précision dans le chat. Alors, une première remarque d'Éric Capredon qui indiquait que le cuivre n'était pas un produit biocontrôle. Mais je pense que c'est… Enfin, voilà, on a mal compris, mais l'idée, ce n'était pas de s'interdire l'usage d'autres produits que le biocontrôle. Hein, oui, enfin, à ce jour, il n'y a pas de programme 100% biocontrôle qui peut donner des résultats satisfaisants. Donc, on s'était projeté dans le temps en se disant que voilà, on gardait que le cuivre dans l'IFT hors biocontrôle pour nous assurer une protection, notamment contre le mildiou sur grappe. Voilà. Et du coup, une question qui demandait si le programme de référence était-il un programme en agriculture biologique? Je pense pas. Non, puisqu'il y a une utilisation de phosphonates. Voilà. Donc, d'accord. Est-ce que vous avez fait des essais sur le black rot? Alors oui, on a un programme de recherche en ce moment qui s'appelle Zéro Black Rot, qui est un projet France Agrimaire. Et donc, on a prévu un screening d'une cinquantaine de biosolutions là, avec l'INRAE de Bordeaux. Et on a commencé à tester quelques solutions de biocontrôle avec des résultats prometteurs, notamment pour les phosphites, les phosphonates de potassium et les bicarbonates de potassium également. Donc, bien qu'ils ne soient pas homologués, on arrive quand même à trouver des efficacités partielles qui sont au niveau quand même du soufre et du cuivre, voilà, avec ces produits-là. D'accord. Avec ces règles de décision, donc tu nous as présenté quelques résultats là, sur les rendements. Est-ce que tu penses qu'il y a encore une marge de progression pour améliorer les rendements avec ce corpus de règles?
ou en faisant évoluer les règles peut-être Alors, peut-être on pourrait améliorer je pense que aussi ça passe par l'expérimentation de nouveaux produits, peut-être l'ajout d'autres modes d'action. Voilà, j'ai très peu parlé des bacillus, hein, qui sont les actions, on va dire, antagonistes, on les a peu déployées pour l'instant sur le réseau BI. Donc, je dirais que ça passe peut-être plutôt par l'ajout de modes d'action complémentaires aux produits actuellement utilisés et à l'étude aussi peut-être de nouveaux produits sur les modes d'action qu'on avait, on va dire, identifiés. D'accord. Au niveau des coûts de traitement entre chaque protocole, là, tu ne nous as pas forcément montré peut-être des éléments de coûts. Est-ce qu'il y a des différences importantes par rapport à des conduites conventionnelles? Oui, il y a un coût qui est… Voilà, comme j'ai dit, nous, on a fait le choix dans le projet BI d'accueillir un peu la diversité des solutions de biocontrôle. Et voilà, du coup, à la base, on n'avait pas un objectif coût vraiment réduit. Donc, il y a un écart. Voilà, il y a des produits SDP. Enfin, le rapport coût-efficacité de certains produits, il n'est pas du tout performant. Donc on est autour, je pense, on a une augmentation qui doit être de 25 à 50% selon les années du programme en termes de coûts. Après, voilà, on Creuser. publiera des résultats Voilà, c'est ça, à la fin. détaillés. Mais… Tout à fait. Il y a une question là, parce que là, du coup, tu as focalisé, effectivement, on a focalisé sur le mildiou et l'oïdium. Sur des données sur les insectes ou sur les herbicides, il y avait aussi des objectifs autour de la réduction des herbicides. Est-ce que tu peux indiquer peut-être des éléments sur cette partie-là, s'il y a des enseignements déjà que vous pouvez tirer? Alors, sur les herbicides, chacun a choisi un peu… là, il n'y a pas vraiment de tronc commun pour gérer les plantes adventices, hein. En Alsace, par exemple, ils sont partis sur des feutres. Nous, on est plutôt sur du travail… sur les autres sites, on est plutôt sur du travail mécanique, hein, en alternative aux herbicides. On fait des suivis en fait, de taux de recouvrement et de qualité des plantes avec la Chambre d'agriculture de Gironde. Mais voilà, ça serait l'objet d'une autre présentation. Et sur les insectes, c'est très difficile sur 5 parcelles de déployer en fait, des mesures de lutte biologique par conservation parce que c'est un peu la masse des parcelles qui fait aussi la donnée. Et on a pas mal de parcelles là sur le réseau où il y a très peu de pression tordeuse. Nous, les tordeuses, c'est un peu le modèle en termes de régulation naturelle qu'on a en viticulture. Et là, on a beaucoup de sites où il y a de la confusion sexuelle et autres. Et au final, moi, à la base du projet, j'avais prévu de travailler sur le parasitisme. Et puis, je n'arrive pas à avoir des tordeuses pour le faire. Mais on travaille sur d'autres projets à côté, comme le projet Parade, par exemple, qui a un ANR avec l'INRAE, où on essaie d'adapter la protection en fonction du niveau de régulation qu'on a sur les parcelles par des parasitoïdes. Voilà. Mais là, c'est plus sur des réseaux de parcelles. Et pour déployer ce type d'essai, il faut trouver de la pression, on va dire. Voilà. Ok, merci. Et puis peut-être donc une dernière question, parce qu'après on va passer à la présentation de Julie. Donc déjà, il y a Farah Ben Atia qui précise qu'au cours de son mémoire, tu verras dans le chat, il a essayé l'eau électrolysée pour le contrôle du Blackfoot avec une bonne efficacité. Et puis donc Léa Ballerin qui demandait si le projet était reconduit en 2022. C'est le cas puisqu'il va être c'est jusqu'en 2023. Ouais. Voilà. Très bien. Écoute, merci Xavier. Vous pouvez peut-être continuer à poser des questions. Xavier pourra y répondre peut-être dans le chat. Merci encore. Du coup, on va passer à la présentation suivante. Xavier, on va enlever ton partage d'écran. Julie, peut-être tu peux mettre ta présentation. Donc, Julie va présenter des éléments du projet EcoPêche, hein, qui est un projet multisite sur des vergers de pêche et de nectarines. Le projet, au total, il y a 6 sites expérimentaux, donc plutôt localisés dans le sud-est, avec une quinzaine de sites testés qui testent des réductions d'IFT
zéro résidu, moins 50% d'IFT jusqu'à moins 80% d'IFT et système en agriculture biologique également. Et là, elle va plutôt présenter les travaux sur le site d'Avignon. Bonjour à tous et merci Émeric pour l'introduction. Donc, moi, je suis ingénieur agronome à l'unité plantes et systèmes horticoles à Avignon. Et donc, l'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est de vous faire un petit focus donc, sur le site expérimental Écopêche d'Avignon, où on a utilisé des plantes de service en verger de pêcher. Julie, est-ce que tu peux mettre ta présentation en mode présentation, justement? Parce que là, on voit la partie présentateur. Alors, il faudrait que tu décoches le mode présentateur ou que tu fasses moniteur, affiche. Non, Voilà. c'est mieux? Oui. Non, c'est pas mieux. Toujours pas. Non, c'est toujours il faudrait que tu changes d'écran ou que tu décoches le mode présentateur. Oui, utiliser le mode présentateur. Juste en dessous moniteur, tu as une petite case à décocher. Utiliser le mode présentateur. C'est bon ou pas? Non? Non. Là, attends, à l'écran qu'on voit, Ah. Moniteur principal. Vas-y. Moniteur. Là, c'est bon. Là, du coup, tu dois pouvoir… Toujours pas? Non. Alors, je vais peut-être… Il faudrait que tu changes d'écran, du coup, si c'est l'autre écran qui apparaît. Dans le moniteur. Si je vous montre celui-là, je mets ici. C'est bon là ou pas? Oui? Oui, c'est bon. Super. Ok, super. Bon. Donc, je vais vous parler donc, de l'expérimentation qu'on a fait à Avignon concernant l'utilisation de plantes de service en verger de pêcher. Je vais commencer par vous présenter quelques éléments de contexte sur les plantes de service, vous parler des travaux qu'on a réalisés dans l'unité concernant donc, la thématique, vous parler de l'expérimentation qu'on a réalisée dans Écopêche avec les 2 années d'études que nous avons pour l'instant et les conclusions et perspectives. Donc, en ce qui concerne donc, quelques éléments de contexte concernant la gestion des plantes de service, donc, il y a différentes modalités de mise en place de ces plantes. On peut choisir de les mettre en place avant la culture principale, donc en interculture. On peut décider de la mettre en même temps que la culture principale. Donc, en général, on la met plutôt quand le verger est relativement développé pour éviter les risques de compétition. Et donc, à la fin d'une saison de production, on va détruire la plante. On peut l'installer aussi après la culture principale, donc en plante relais entre 2 saisons de production. Ou alors, on peut choisir des espèces qui vont rester en place pendant plusieurs années. Et donc, c'est plutôt sur cette modalité-là que nous avons travaillé dans Écopêche. Donc, on peut avoir différents effets attendus de ces plantes. L'effet qui nous intéresse le plus est la protection des cultures, donc à savoir perturber les ravageurs et aussi attirer les auxiliaires. Bien sûr, d'autres services, la production, donc en rendement, en calibre et en qualité, et aussi de voir quelles sont la disponibilité des ressources en eau et en azote quand on introduit une plante annuelle. On va avoir aussi d'autres services qui peuvent être associés, comme la fertilité chimique des sols, la structure du sol, le stockage du carbone ou les adventices. Donc, dans l'unité, on s'est intéressé donc, aux plantes de service qui pouvaient émettre des composés organiques volatiles, que je vais appeler COV. Et donc, ces COV vont perturber l'environnement olfactif des pucerons. Donc là, on s'est surtout intéressé aux pucerons verts du pêcher. Et donc, le puceron va avoir du mal à rechercher ces plantes hôtes. Donc, on a étudié l'effet de différentes plantes de service sur les pucerons, comme je vous disais, en conditions contrôlées et en verger, sur différents couples plantes et bioagresseurs. Donc, depuis 2010, mes collègues ont travaillé sur le couple pommier puceron cendré et piment puceron vert. Plus récemment, donc, des travaux sur le pommier, le carpocaps, et encore plus récemment, des travaux sur le pêcher, le puceron farineux et cigarillo.
Donc, en laboratoire, déjà, donc, il y a eu un screening de différentes plantes aromatiques pour voir si elles émettaient des composés organiques volatiles et quels étaient leurs effets sur le comportement du puceron vert, du pêcher et le puceron cendré du pommier. Et donc, pour différentes plantes, donc, les plus intéressantes étant la lavande, la tagette, le lit d'Inde, le basilic, le romarin et l'amande poivrée, on a vu différents effets possibles de ces plantes. Donc, elles peuvent avoir un effet répulsif sur les pucerons. Elles peuvent perturber la fécondité et l'alimentation ou avoir un effet sur les amis naturels, donc notamment attirer les amis naturels. Donc, après avoir fait ce travail de screening, on a voulu mettre en place des plantes en verger pour voir justement si elles avaient aussi un effet en conditions de production, que ce soit un effet sur les pucerons, les amis naturels et aussi si ça pouvait perturber la production. Donc, dans Écopêche, on a décidé de mettre en place de l'amande poivrée. Donc, on a vu en laboratoire qu'elle pouvait être une candidate intéressante et d'autant plus qu'elle peut se pérenniser dans le verger. Donc, on a testé l'effet couplé de l'introduction de l'amande poivrée et aussi de la nutrition azotée sur différents pucerons du pêcher qui sont problématiques chez nous. Donc, en fait, les mécanismes étudiés, donc déjà, c'est de voir si notre plante de service va émettre des coves qui vont pouvoir repousser des pucerons pendant la saison ou éventuellement les perturber aussi lors des vols retour à l'automne. On a introduit aussi donc, le levier azote puisqu'il peut jouer sur la croissance des pousses et l'appétence pour les pucerons. Et aussi, donc, on voulait regarder si on avait un effet de compétition du fait de jouer sur l'azote et en même temps d'introduire une plante de service, si ça pouvait avoir une influence déjà sur l'arbre et sur la production, et si ça pouvait aussi influencer la production de coves de la plante de service. Donc, je vous présente le dispositif expérimental. Donc, on a mené dans un verger de nectarines. Donc, on a testé 2 facteurs, comme je vous disais, donc plante de service et azote. Et donc, sur une partie du verger, donc les 3 premiers rangs sur la gauche, en désherbage mécanique, les 3 rangs suivants avec de l'amande poivrée. Et ensuite, on a fait des micro-parcelles avec différentes doses d'azote. Donc, des doses, donc 0 unité, donc ce n'est pas d'azote du tout, 60, 120, c'est la dose de référence, et 180. Et donc, en 2020, on a repiqué la menthe sur les rangs, donc à une raison de 8 pieds par mètre carré, ce qui correspond en fait à des densités pour un producteur de menthe. Et donc, on a changé aussi notre système d'irrigation. Donc, on était en goutte à goutte de surface et on est passé en micro-aspersion pour pouvoir arroser la menthe de façon homogène. Donc, l'objectif dans ce verger, c'est on se met dans un circuit long. Donc là, on n'utilise plus d'herbicides, on réduit de 80% les IFT chimiques. On souhaite maintenir une marge et augmenter la qualité des fruits et avoir des pertes de récolte inférieures à 20%. Donc, on utilise une combinaison de leviers alternatifs pour gérer nos principaux bioagresseurs. Donc, on utilise surtout des produits de biocontrôle en substitution des pesticides. Ensuite, on utilise la confusion sexuelle pour la tordose orientale du pêcher, du piégeage et de la glu pour gérer les forficules, des composites et des bandes fleuries pour attirer les auxiliaires et donc agir sur les pucerons. De la prophylaxie, donc on élimine les fruits contaminés des vergers pour éviter la prolifération de maladies. Et aussi, on pilote l'irrigation avec des sondes qui mesurent la teneur en eau du sol et des pépistas donc qui mesurent en fait la fluctuation des charpentières en termes de croissance. Et donc, ça permet de réduire les micro-fissures qui pourraient se former si on a des à-coups d'irrigation. Et donc, ça peut créer des portes d'entrée au développement de certains champignons. Et en même temps, en jouant sur l'irrigation, on joue aussi sur la qualité des fruits. Donc, dans notre verger, donc, on a fait différents suivis. Déjà, on a regardé sur les différents bioagresseurs quelles étaient l'incidence et la sévérité, avec un focus sur le puceron. Ensuite, sur le pêcher, on a suivi la vigueur, la croissance des fruits et des pousses. On a regardé en termes de performance agronomique, rendement, calibre, teneur en sucre, les teneurs en azote et en carbone foliaire. Et aussi, on a dosé les polyphénols, donc, qui sont un indicateur de mécanisme de défense de la plante. Au niveau du sol, donc, on a regardé l'évolution des teneurs en azote total en nitrate, les taux d'humidité, la teneur en eau du sol.
Et sur la plante de service, donc sur la menthe, on a regardé la biomasse, la teneur en azote foliaire et les émissions de composés organiques volatiles. Donc, en ce qui concerne la vigueur de l'arbre et les performances, en 2020, donc, on a eu un gel au printemps qui nous a entraîné une grosse perte des récoltes. Sur le facteur plante de service, donc on n'a pas vu d'effet de la présence de menthe sur la vigueur des pêchers. Au niveau de l'azote, donc on a vu que ça commençait déjà à marquer dès la première année. Donc vous voyez en fait sur le premier graphique à gauche la teneur en azote foliaire au cours de la saison, et on voit bien notre gradient de teneur en azote avec des teneurs en azote qui sont beaucoup plus faibles quand on n'a pas mis d'azote et des teneurs en azote foliaire beaucoup plus élevées sur la modalité 180 unités. On a vu aussi des effets sur la biomasse des gourmands et la longueur des pousses. Et le rendement semblait aussi impacté, mais bon, comme je vous disais, donc, sur le graphique de droite, on voit donc, les rendements par dose d'azote. Donc, vous voyez, on a des rendements qui sont extrêmement faibles, entre 4 et 8 tonnes à l'hectare. Donc, c'est vraiment très, très peu, d'habitude à 40 tonnes à l'hectare. Donc, il n'y a pas de différence significative, mais on a tendance à voir quand même qu'avec de l'azote, on a des rendements plus élevés. En 2021, pas de chance non plus. Donc là, avec un gel printanier, on a perdu la totalité des fruits. Donc, on a quand même maintenu des suivis sur la croissance des pêchers. Ce qu'on voit, c'est que là, on commence à avoir un effet en fait, de la présence de la menthe poivrée sur les teneurs en azote foliaire et la longueur des pousses. Et l'effet est maintenu pour le levier azote. Donc, toujours ce gradient sur les teneurs en azote foliaire, la biomasse des gourmands, la longueur des pousses, et on commence à avoir aussi un effet sur la surface foliaire, dans le sens où, quand on réduisait les doses d'azote, on avait des surfaces foliaires plus faibles. Donc là, en fait, vous voyez sur le graphique, c'est la longueur moyenne des pousses de pêcher. Et là, je les ai classées par gradient. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a tendance à avoir des longueurs de pousses qui sont plus longues et qui croît plus vite sur les modalités témoins. Donc, à part pour le témoin 0 à N, qui est vraiment le plus faible. Et ensuite, on a les modalités menthe. Ensuite, on a regardé les émissions de composés organiques volatiles en 2021. Donc, ce qu'on voit, c'est que déjà, la biomasse de la menthe est impactée par les doses d'azote. Donc, surtout quand on n'a pas d'azote, la menthe a du mal à se développer. Par contre, on n'a pas vu d'effet sur la quantité de coffre qui était émis. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y avait un effet important de la date. Donc là, vous voyez sur les deux histogrammes, donc le premier, c'est les relevés qu'on a fait le 14 juin et le deuxième, les relevés qu'on a fait le 7 juillet. Et avant ces deux dates, en fait, on n'a pas vu de COV émis au verger. Donc, on avait commencé les prélèvements en avril. Donc, c'est qu'à partir de juin qu'on a vu des émissions. On a vu aussi un effet de la hauteur de prélèvement. Donc, vous voyez, en fait, à chaque fois sur chaque graphique, les trois premières barres, c'est un prélèvement à 40 cm au-dessus du couvert et ensuite à 1 mètre au-dessus du couvert. Et donc, pour les deux dates, on voit que systématiquement, on prélève plus de COV quand on est proche du couvert. Et on s'attend aussi à avoir un effet de la coupe de menthe, c'est-à-dire qu'avant le 7 juillet, on a simulé une récolte de menthe et on a vu que ça avait augmenté la production de COV. Ensuite, sur les dynamiques de pucerons, sur les 2 années 2020-2021, on n'a pas du tout vu d'effet de l'azote ou de la présence de menthe poivrée sur les incidences et la sévérité des pucerons. Donc, vous voyez là, à gauche, c'est le nombre de rameaux infestés par les pucerons noirs et à droite, le nombre de rameaux infestés par les pucerons cigariés. Donc, il n'y a pas du tout de tendance qui se dessine. Et on a regardé aussi pendant l'hiver, au moment des vols retour à partir de l'automne, donc là, c'était avec des pièges chromatiques, donc on capturait des pucerons. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en 2020, on n'a pas de différence. Donc, à chaque date, sur le nombre de pucerons capturés, en fonction de si on a de la menthe ou le témoin, on ne voit pas de grosses différences. En 2021, on avait l'impression de... Donc, ce n'est pas significatif, mais au moment du pic, donc vous voyez le 25 novembre 2021, on avait tendance à capturer plus de pucerons sur la modalité menthe que sur la modalité témoin. Donc, en conclusion et perspective, en 2020, la menthe était encore peu développée, donc on n'a pas vu d'impact sur le pêcher ou sur les pucerons. En tout cas, le pêcher a rapidement marqué
avec les doses d'azote différenciées. Et on a surtout vu un effet négatif de l'absence d'azote. En 2021, l'effet de l'azote s'est maintenu. On a commencé à avoir un genre de début d'effet compétition de la menthe poivrée. Donc après, voilà, comme je vous disais, ces 2 années atypiques, voilà, on a eu du gel à chaque fois, donc c'est difficile de voir si ça a un impact sur les performances. Et en tout cas, pour le moment, on ne voit pas d'effet de la menthe sur les pucerons. Pour la suite, comme je vous disais, on a vu qu'il y avait un effet de la coupe de la menthe sur la production de coques. Donc là, cette année, on s'est dit qu'on allait essayer de caler des coupes de menthe à des moments stratégiques d'infestation des pucerons. Aussi, donc, il y a un effet de la distance des émissions de coques, donc à savoir si, au final, c'est pas mieux d'utiliser des diffuseurs, par exemple, plutôt qu'une plante de service. Ou après, est-ce qu'il faut laisser le temps à la menthe de bien se développer pour peut-être avoir une chance d'avoir plus de coques qui seront émis. Et aussi, on va tester différentes méthodes de captation des coques. Donc, pour l'instant, en fait, on prélève, c'est juste une pompe qui prélève de l'air et on regarde ensuite quelles sont les molécules qui ont été prélevées, mais il y a différents types de prélèvements possibles. Donc, voilà, on aimerait tester aussi ça. Et ensuite, donc, si l'efficacité est éprouvée, il faudrait qu'on regarde quels sont les impacts économiques. Est-ce que donc, à long terme, on peut avoir une perte de la vigueur du pêcher? Est-ce que ça va avoir une influence sur le rendement ou le calibre? Ensuite, quel est le coût de la mise en place et de l'entretien de l'amande poivrée, par exemple? Donc, pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est que ce n'était pas une culture qui demandait beaucoup d'entretien. Donc, c'est surtout au moment où on a repiqué, où on a passé beaucoup de temps, mais après, tout le reste, en fait, on laisse faire. Et aussi de voir si il peut y avoir des incompatibilités avec d'autres opérations culturelles. Donc, le fait, par exemple, qu'elles peuvent attirer des pollinisateurs. Donc, si on veut après appliquer certains traitements, ça peut aussi être incompatible. Voilà, je vous remercie. Et je suis prête à répondre à des questions si vous en avez. Et merci beaucoup, Julie. Donc, il y a 2 questions qui viennent d'arriver. Donc, une de Laurent Camoin. Que pensez-vous de l'intérêt d'appliquer sur les arbres parcelles les snubs de ces plantes dites de service, puisque depuis juin 2021, la réglementation le permet? Alors, type HE, excusez-moi, les acronymes, je ne les connais pas bien, ou autre extrait, pour concentrer les principes actifs de ces plantes. Bon, snub, je ne sais pas trop ce que c'est, mais alors, peut-être Laurent, il va pouvoir nous... Ouais, huile essentielle, pardon, pour okay. type huile essentielle. Donc, l'intérêt d'appliquer sur les arbres parcelles, voilà, des huiles essentielles ou autres extraits pour concentrer les principes actifs de ces plantes, puisque c'est autorisé, plutôt que, effectivement, voilà, cette question, c'est les coves là, qui sont émis par les plantes, est-ce que finalement, l'application de ces coves sous forme d'huile ou de produits ne serait pas aussi une alternative pour concentrer l'application, si je comprends bien la question? En tout cas, oui, c'est ce qu'on en a déduit là, c'est qu'en fait, au final, les coves qui sont émises sont relativement faibles. Donc, peut-être que voilà, d'avoir des diffuseurs en verger, ça permettrait justement d'avoir une efficacité beaucoup plus marquée. Après, là, c'est vrai que ça a un intérêt aussi parce qu'elle peut être couvre-sol, donc peut nous aider à maîtriser les adventices si elle n'est pas trop compétitive. Oui. Et aussi, elle peut attirer des auxiliaires. Mais donc, voilà, après, ça peut aussi créer d'autres problèmes si justement il y a des pollinisateurs qui sont présents au moment où on veut appliquer certains produits. Et donc, ça peut être aussi incompatible. Donc, c'est vrai qu'en tout cas, pour l'effet répulsif, effectivement, les diffuseurs peuvent être une alternative intéressante. Il y a une précédente effectivement de M. Pritz, Bruno Pritz, qui dit que ces produits ne sont autorisés que pour un usage biostimulant aussi. Donc, c'est vrai qu'en plus, il y a ce paramètre-là à prendre en compte. Alors, une autre question, l'utilisation des plantes de service. Est-ce qu'on n'a pas un effet de dilution des coves dans l'air ambiant en conditions de verger? Bon, ça revient un petit peu peut-être à... En tout cas, oui, on voyait bien que quand on prélevait voilà, juste au-dessus du couvert, on avait plus de coves qui étaient prélevés, alors que quand on se met à 1 mètre au-dessus du couvert, on n'a quasiment plus rien. Et c'est vrai que des travaux de test de Tarek Dardouri avaient montré aussi que au-delà de 1,50 m, en fait, on n'arrive plus à capter de coves. D'accord. Et est-ce que vous avez testé différentes variétés de menthe? Donc, pas dans le cadre de ce projet, mais avec d'autres collaborateurs et d'autres projets. Effectivement, il y a un screening de différentes variétés de menthe
parce que, par exemple, sur le romarin, on a vu qu'il y avait un effet variétal qui était assez important. Donc, on peut s'imaginer aussi que sur l'amande poivrée, on peut avoir des effets différents. D'accord. Alors, Franck Roussel pose la question de savoir si vous avez pensé à utiliser d'autres plantes avec un potentiel de biomasse plus fort et une hauteur supérieure qui permettrait de libérer les coves au plus près des branches. Et il cite le basilic. Alors, le basilic, on avait fait des essais préliminaires et en fait, c'était très difficile de le faire pousser au pied des pêchers du fait qu'il y avait beaucoup d'ombre. Et aussi en termes d'irrigation, en fait, on n'irriguait pas assez pour que le basilic puisse bien se développer. Donc, c'est vrai qu'après une année d'essai, on s'était dit que c'était vraiment incompatible avec l'association pêcher basilic. Donc, voilà, on a arrêté. L'amande poivrée, c'était intéressant parce que voilà, c'est quand même une plante qui est assez vigoureuse, donc on s'attend à ce qu'elle investisse pas mal l'espace. Après, à Gautron, il y a des essais qui ont été faits avec du romarin aussi, donc pour justement qui est beaucoup plus imposant, on va dire. Donc après, voilà, donc on a pris parti de tester une plante. C'est vrai que là, on va planter un autre verger où on voulait tester différentes plantes de service justement pour faire des comparatifs. D'accord. Et du coup, l'amande poivrée, je disais qu'elle était concurrentielle vis-à-vis des adventices, mais est-ce qu'elle a aussi un effet allélopathique vis-à-vis d'autres adventices, ou c'est vraiment l'effet couvrant qui permet de… Alors, en faisant un peu de biblio, on n'a pas vu d'effet, d'études qui s'intéressaient à l'effet allélopathique de la menthe. Là, c'était vraiment surtout pour la partie couverture du sol que ça nous intéressait. Après, elle a peut-être des effets, mais pas connus, en tout cas, de mon côté. Et du coup, est-ce que la menthe peut-elle être exploitée économiquement? Est-ce qu'il peut y avoir un débouché en vue d'éventuellement compenser des pertes liées aux ravageurs sur les pêchers? C'est vrai que là, il faudrait qu'on prélève en fait des cadrats de menthe et qu'on regarde en fait en termes de biomasse ce qu'elle permet de produire. Après, ça reste quand même sur des surfaces qui sont assez limitées, donc il faudrait qu'on voit en fait si on met en place un chantier de récolte, sachant qu'en plus il y a les arbres au milieu, si c'est faisable techniquement et si c'est vraiment intéressant. J'en ai aucune idée. Ok, merci Julie. Du coup, on va passer à la Merci. présentation suivante. Merci beaucoup. Du coup, donc ça va être la présentation d'Olivier, qui donc va nous présenter dans le cadre des projets Hortipépi et Hortipo 2, puisque c'est deux projets qui appartenaient aussi, enfin qui faisaient partie déjà du réseau Défi XP 1. Donc là, on est sur des projets qui testent dans 5 sites expérimentaux. Donc 4 sont communs aux deux projets. Ils sont répartis sont dans diverses régions, Bretagne, Pays de Loire, côté d'Orléans, mais aussi dans le sud-ouest et dans les Vosges. Donc une dizaine de systèmes de culture au total, avec donc des stratégies alternatives à l'usage des produits phytosanitaires, avec une volonté d'aller jusqu'à zéro IFT. Voilà, donc Olivier, je te donne la main. Merci Émeric pour la présentation. Bonjour à tous. Donc, à travers ce diaporama, je vais vous présenter les leviers qui sont mis en œuvre dans le cadre des projets Hortipo 2, Hortipépi 2 qui sont mis en place sur des stations de recherche à Strédor. Donc, pour les systèmes de culture mis en place, dans le cadre du projet Hortipo 2, on est sous serre vert chauffé, sous abri froid et on met en culture des plantes fleuries, plantes à massif, jeunes plants potagers. Et la principale problématique réside dans l'attraction des auxiliaires, notamment sous serre vert. On a peu d'ouverture sur l'extérieur et c'est difficile d'attirer les auxiliaires. Donc, les leviers mis en œuvre, c'est des produits de biocontrôle, des auxiliaires, des plantes de service et de la lutte physique. Donc, voilà pour Hortipo 2 et Hortipépi 2. Donc, c'est un projet qui met en culture des plantes, des arbres et arbustes d'ornement, des plantes vivaces, des plantes grimpantes, des plantes méditerranéennes, sous abri froid ou en extérieur, et on est également sur une culture hors sol. Et donc là, on a une problématique de maintien des auxiliaires lâchés au sein des systèmes de culture. Et donc, les leviers mis en œuvre, c'est également application de produits de biocontrôle, lâcher d'auxiliaires et on joue sur les plantes de service et des infrastructures agroécologiques pour essayer de
maintenir les auxiliaires au sein du système de culture et également de les attirer au sein de ce système de culture. Alors du coup, nous, dans le cadre des 2 projets, donc on est sur une approche système et on vise zéro utilisation de produits phytosanitaires. Donc en fait, on a des stratégies basées essentiellement sur le biocontrôle et après des méthodes de contrôle physique. Donc dans les prochaines diapos, je vais vous décrire un petit peu les leviers qui sont mis en œuvre dans le cadre des différents systèmes de culture. Donc, premier levier dans le biocontrôle, application de macro-organismes, donc soit attraction des auxiliaires naturels ou alors lâcher d'auxiliaires commerciaux. Donc, dans le cadre de nos systèmes de culture, on est amené à lâcher des auxiliaires prédateurs tels que les coccinelles, les chrysoptes, des acariens prédateurs, que vous pouvez voir un petit peu sur les photos en dessous. Des parasitoïdes, donc Aphides praon, qui viennent parasiter notamment les pucerons, et après des parasites comme les nématodes qu'on applique par exemple pour lutter contre les oturynques. On a une problématique avec ce ravageur sur les cultures de pépinières en hors-sol, et du coup il y a des applications de nématodes, ça permet de contrôler ce ravageur. Donc voilà, des auxiliaires qui ont un coût important et qu'on essaye soit d'attirer, soit qu'on achète et qu'on lâche dans nos systèmes de culture. Ensuite, on a des stratégies à base de micro-organismes, donc des produits à base de champignons ou de bactéries. Donc pour le champignon, on peut par exemple citer le produit Prestop qu'on utilise pour lutter contre la pourriture grise, qu'on a par exemple sur culture d'impatience. Donc c'est un produit à base de spores de Clonostatis rosea. Et on l'utilise également dans des stratégies de prévention contre le froma des clématites. Après, on utilise également des produits à base de Beauvaria bassiana, tels que le Naturalis ou le Botanigard. Et ça, c'est dans des stratégies de lutte contre l'Acarien tarsonème des cerfs ou alors les trips. Donc voilà pour les produits à base de champignons. À base de bactéries, on utilise des produits à base de Streptomyces K61, notamment contre Pythium fusariose ou Phytophthora sur l'avant des Schwazia. Et également des produits à base de BT, de Bacillus thuringiensis, notamment contre du Ponchelia fovealis, qui est un papillon dont la larve s'attaque notamment au cyclamen, qui est assez problématique. Donc voilà, ça on applique du BT, c'est un levier qui marche bien pour contrôler ce type de ravageur. Donc un petit schéma sur le côté pour montrer le mode d'action du BT. Donc là, la chenille va ingérer du BT, ce qui va entraîner une dissolution, une activation des protéines toxiques dans son organisme. Ça détruit sa paroi intestinale et du coup, la chenille ne se nourrit plus et finit par mourir. Voilà. Ensuite, on utilise beaucoup de stratégies à base de piégeage et de confusion sexuelle, donc qui sont basées sur des médiateurs chimiques. Donc, ces stratégies visent en fait à piéger les mâles. Donc, on met des capsules de phéromones qui imitent l'odeur de la femelle et du coup, le mâle détecte cette phéromone et est attiré par cette phéromone. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on le piège. Donc là, il y a des exemples de mise en œuvre. Donc souvent, on peut coupler ces capsules de phéromones à des panneaux chromatiques englués. Et du coup, en fait, le mâle vient se piéger de cette façon. Et on utilise également cette technique avec des pièges connectés. Là, il y a un exemple sur la photo à droite, là, le piège jaune. Sur culture de Schwazia, où on piège la tordeuse de l'œillet. Et du coup, on peut suivre directement depuis à distance les populations qui sont prises au piège, et en fonction après des cycles de développement des ravageurs, on peut positionner au mieux les traitements de biocontrôle pour lutter contre les chenilles. On applique également des produits à base de substances naturelles, donc à base d'extraits végétaux tels que le Prévaem, qui est à base d'huile essentielle d'orange douce, dont ça a été présenté tout à l'heure dans le projet BI. Donc ça, on l'utilise pour lutter contre l'oïdium, par exemple sur les plantes grimpantes, et puis sur les pucerons également.
également le produit Eradicote à base de maltodextrine, et ça, on l'utilise pour lutter contre les pucerons, et c'est un produit qui fonctionne d'autant mieux que la température au sein du système est importante. Donc ça, c'est un produit qu'on va utiliser régulièrement sous Cerbère. Ensuite, des produits d'origine minérale, comme l'armicarbe à base de bicarbonate de potassium. Donc ça, on l'utilise pour lutter contre l'oïdium sur plantes grimpantes, et des produits à base de kaolinite qui permettent de limiter les attaques d'Acarien tarsonème sur jasmin étoilé, par exemple. Donc, toutes ces stratégies de biocontrôle, elles sont associées à des plantes de service. Depuis quelques années, voilà, on met l'accent vraiment sur l'utilisation des plantes de service et des infrastructures agroécologiques. Donc, ces plantes de service, on peut les utiliser dans les allées de culture. Par exemple, là, on a une potentille qu'on utilise beaucoup dans le projet Horti-Pépi 2 pour les cultures d'arbres et arbustes d'ornement. Voilà, ça permet d'attirer les cirfes notamment. Après, on compose également des jardinières fleuries à base de plantes attractives pour les parasitoïdes ou pour les auxiliaires, comme l'épéta, gastache, le souci pour les punaises prédatrices. Et on peut également les mettre directement au sein de la culture. Donc là, il y a un essai qui est en cours sur la station à Bordeaux. Et du coup, on voit que quand elles sont positionnées comme ça directement dans la culture, ça limite la surface dédiée à la culture d'intérêt. On a également des structures agroécologiques, qui soit sont déjà présentes, soit ont été installées dans le cadre du projet. Donc, c'est des haies diversifiées. On sème également des bandes fleuries qui permettent d'attirer les auxiliaires et d'assurer de les nourrir. Et on a également dans les abords de serres et de tunnels, on implante des espèces couvre-sol. Donc là, il y a une photo avec de la verveine odorante. Et du coup, ça nous permet de limiter le désherbage. Ça limite vraiment le développement des adventices. Et en plus de ça, la verveine odorante là, a un effet pour attirer les pollinisateurs. Donc, parmi les stratégies utilisées, un exemple de la stratégie Push and Pull qui est mise en œuvre dans le projet Hortipo 2. Donc là, on est sous abri froid. On est sur une culture de plantes de diversification, et on a installé des plantes de service. Donc, c'est des tagettes qui attirent les trips. Et en fait, la stratégie mise en œuvre vise à appliquer un traitement sur la culture d'intérêt d'un produit à base d'ail qui va avoir un effet répulsif pour les trips qui vont se diriger vers les plantes de service, et un renouvellement régulier de ces plantes de service permet de limiter la présence de trips sur la culture d'intérêt et permet de limiter les dégâts liés à ce ravageur. Donc ça, c'est quelque chose qui marche plutôt bien dans le programme. Un autre exemple, une stratégie qui associe fertilisation et PNPP, donc préparation naturelle peu préoccupante. Donc là, c'est le Bifree qui est un engrais, et l'INS qui est une huile essentielle à base de cannelle. Et donc ça, on applique cette stratégie-là pour lutter contre les trips, notamment sur culture de cyclamen sous Cerbère. Et selon la pression en ravageur, on va avoir différents types de stratégies qui vont être mises en œuvre. Donc, le Bifree va avoir un effet répulsif pour les trips adultes, et l'INS il va avoir un effet plutôt larvicide, et ça, c'est combiné à des lâchers d'auxiliaires. Et ça, c'est pareil, ça permet de plutôt bien gérer les populations de trips en culture. Donc, toutes ces mesures, ces stratégies de biocontrôle, plantes de service, on les associe avec d'autres leviers au sein de nos systèmes de culture. En horticulture, il est recherché des plants compacts, trapus, et du coup, il y a une régulation de la croissance qui est mise en œuvre.
Donc, les professionnels, auparavant, ils utilisaient des régulateurs de croissance chimique. Et donc, on a travaillé sur de nombreux leviers pour essayer de trouver des alternatives. Donc, la gestion de l'irrigation et tenir les plantes plutôt sur le stress hydrique, ça permet de bien réduire les croissances. Ça permet d'avoir des plantes plus compactes, plus trapues. La taille des parties aériennes, ça permet à la fois d'éliminer les apex qui sont contaminés et de favoriser la ramification des plants. Donc ça, c'est un levier qui est intéressant, qui est appliqué dans nos projets. Et on couple ça également avec de la stimulation mécanique. Donc c'est de la thigmomorphogénèse. Donc vous pouvez voir sur la photo de gauche, en fait, ça vient stimuler mécaniquement les parties aériennes des plants et ça régule leur croissance. Et on couple ça avec un piégeage de masse où on installe en fait des panneaux chromatiques englués, bleus ou jaunes selon les ravageurs qu'on veut piéger. Et quand le chariot thigmomorphogénèse passe, les ravageurs s'envolent et viennent se piéger sur le panneau chromatique. Comment est-ce qu'on fait pour suivre l'effet des différents leviers qu'on met en œuvre? Alors, on fait un suivi hebdomadaire des populations de ravageurs, de maladies et d'auxiliaires, à la fois sur nos cultures, mais également sur les plantes de service. Du coup, en fonction de l'évolution des populations et des niveaux d'auxiliaires, on peut évaluer l'effet des leviers et on prend également en compte les conditions climatiques au sein du système pour évaluer l'effet des leviers qu'on a mis en œuvre. Voilà. Et du coup, on a également, avec les partenaires du projet, construit des règles de décision. Donc là, par exemple, une règle de décision pour lutter contre les pucerons sous abri non chauffé. Donc, ces règles de décision prennent en compte l'intensité des attaques des ravageurs. Ça prend en compte également les taux de présence des auxiliaires. Selon s'ils sont présents ou non, on va appliquer des leviers différents. Et ça prend également en compte les températures. Selon les températures, on va pouvoir ou non appliquer des auxiliaires. Donc voilà, selon les observations qu'on réalise, on a une règle de décision commune à tous les partenaires pour pouvoir évaluer l'effet des différents leviers. En fin de culture, on fait une notation commerciale sur tous les plans qui composent les différents systèmes de culture. Et ça nous permet ensuite de définir des prix de vente et de calculer un chiffre d'affaires pour savoir si nos systèmes de culture sont viables économiquement. Donc, on note les plans selon leur développement, leur qualité commerciale et selon s'il y a présence ou non de ravageurs sur les parties aériennes. Et à travers ces notations, donc ça montre que avoir un IFT phytosanitaire nul, c'est possible. On arrive à avoir des plans de qualité et à dégager des chiffres d'affaires qui sont plutôt bons. Toutefois, avoir des plans avec zéro défaut, c'est difficile avec les stratégies de biocontrôle. Et ça, actuellement, les consommateurs, ils exigent des plans zéro défaut. Voilà, en dessous, vous avez des photos. À gauche, c'est du jasmin étoilé quand on applique de l'argile pour protéger les plants, limiter les attaques d'acariens tarsonèmes. Du coup, ça blanchit les feuilles. Et à droite, c'est une photo d'une momie de puceron. Et donc ça, il y a des professionnels qui nous font remonter que quand il y a des plants qui présentent des momies de pucerons, ils peuvent se faire refuser les lots. Donc voilà, il y a encore une sensibilisation des consommateurs, des acheteurs à mener pour que ces stratégies puissent se développer à plus grande échelle chez les professionnels. Une petite approche économique. Donc, à chaque fois, pour tous nos systèmes de culture mis en œuvre, on définit des coûts de protection, des coûts de production et on calcule une marge directe. Et ce qu'on observe jusqu'à maintenant, c'est que les coûts d'itinéraire biocontrôle sont bien supérieurs aux coûts d'itinéraire conventionnels. Donc ça, on compare avec des systèmes qu'on a menés par le passé pour les coûts de production, parce que là, on est simplement sur des itinéraires avec zéro intrant phytosanitaire de synthèse.
Donc, pourquoi est-ce que ces coûts d'itinéraire sont très élevés? C'est lié déjà au coût des produits de biocontrôle qui sont plus élevés que les produits phytosanitaires de synthèse. Il y a les coûts d'auxiliaire, selon le type d'auxiliaire, ça peut coûter cher. Et on a également les plantes de service. Il faut assurer leur renouvellement régulier, leur entretien. Et puis, quand elles sont disposées au milieu de la culture, bah, du coup, ça réduit la surface de la culture d'intérêt. Et donc, ça a forcément un coût important. Ensuite, quand on est sur des stratégies comme ça, avec zéro intrant phytosanitaire au sein des systèmes de culture, les temps d'observation sont essentiels. Toutes les stratégies qui sont mises en œuvre, elles nécessitent d'avoir une prévention importante. On met en place des mesures prophylactiques, on met en place des mesures préventives. Et donc, ça augmente le nombre d'interventions et du coup, intervention plus observation, ça joue sur les coûts de main-d'œuvre qui sont plus élevés dans nos types de systèmes. Toutefois, selon les répartitions géographiques des systèmes de culture, entre des systèmes de culture, par exemple en Bretagne ou ici à Orléans, on va avoir des pressions en bioagresseurs différentes et du coup des coûts d'itinéraire qui sont différents. Et on travaille avec les ingénieurs de défi ferme pour cette partie approche économique et pour travailler sur la mise en œuvre chez les professionnels. Donc voilà, en conclusion, on travaille vraiment avec nous, les ingénieurs défi XP, avec le réseau défi ferme, avec les professionnels pour communiquer et transférer les leviers qu'on teste au sein de nos systèmes. Et c'est vraiment une méthodologie nouvelle pour les professionnels. Voilà, le fait de prendre du temps pour l'observation, pour appliquer des mesures préventives, la mise en place de plantes de service, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est assez nouveau pour eux. Donc voilà, il va falloir, ça commence à se mettre en place. C'est des nouvelles méthodologies pour eux, mais c'est intéressant. Ils disent que même ils voient des effets sur le bien-être des salariés au travail. Le fait d'avoir des salariés qui vont lâcher des auxiliaires plutôt que d'appliquer des produits phytosanitaires de synthèse, voilà, il y a une approche aussi sociale et humaine qui est à prendre en compte dans le type de conclusion qu'on peut avoir sur ces systèmes de culture. Et on est toujours en veille sur des nouveaux leviers auprès d'agrofournisseurs pour tester de nouvelles solutions alternatives au sein de nos systèmes de culture. Voilà pour ma présentation. Et merci beaucoup, Olivier. Donc, il y a deux questions dans le chat. La première question, c'est quelles sont les espèces d'auxiliaires prédateurs que vous utilisez et que vous lâchez? C'est du coup des parasites prédateurs. Oui. Chrysopes, des larves de cirfe également. Voilà, c'est les deux principaux. On utilise aussi des coccinelles, mais c'est vrai que ça a un coût économique assez important. OK. Et une autre question, alors par rapport aux plantes de service qui sont utilisées, qui sont en pot, est-ce que le fait qu'elles soient en pot ne minimise-t-il pas les échanges entre plantes et donc les effets escomptés? De toute façon, tous nos systèmes de culture, ils sont avec des plantes hors sol et on a une gestion de l'arrosage qui nous oblige à avoir de toute façon ces plantes de service en pot. Après, on travaille sur la mise en place, soit au sein, comme on l'a vu sur les photos, soit au sein vraiment des parcelles, soit aux abords des parcelles, mais de toute façon, on est obligé de les avoir en hors sol quand on est sur sous serre-vert ou sous abri. Et après, en pleine terre, on a des infrastructures agroécologiques, des haies diversifiées. Du coup, là, on fait des suivis là-dessus. D'accord. Mais de toute façon, ouais, pour le hors-sol, nos plantes de service sont en pot. D'accord. Il y a une question pour savoir connaître les noms des espèces utilisées d'Alexis Billiot. Peut-être tu pourras les mettre dans le chat éventuellement. Des plantes de service? Oui, je pense que c'est ça. Ça va être Oui, ok, je vais les mettre dans le… Après, il y a deux autres questions. Comment prenez-vous en compte le réchauffement climatique dans vos données? Quelles sont vos observations générales?
Alors, du coup, on prend en compte les données climatiques pour évaluer l'effet des leviers. Par exemple, c'est vrai que sous nos systèmes de culture sous abri, il peut vite faire chaud et des fois, ce n'est pas toujours évident de savoir si le levier qu'on a mis en œuvre, est-ce qu'il a été, quel est son degré d'efficacité par rapport aux températures observées. C'est vrai que, par exemple, pour les populations de pucerons, sous abri, quand c'est des périodes juillet-août qui fait plus chaud, on a les populations qui diminuent. Mais on n'a pas encore d'approche du changement climatique dans nos systèmes de culture. D'accord, merci. Alors, on joue après sur l'irrigation, sur ce genre de choses. D'accord. Oui, oui. Alors, tu verras, Alexis Billot précise que c'était au niveau des insectes. Tu souhaitais connaître le nom des insectes. Et la dernière question, parce qu'il est l'heure, avez-vous essayé avec des coccinelles aptères moins de risques qu'elles quittent les serres? Alors ça, je sais que ça a été travaillé sur la station Est Horticole, la station dans l'Est, mais je ne sais pas si c'est ce type de coccinelle-là qu'ils ont utilisé ou pas. D'accord. Et bon, la toute dernière, vous avez différents labels de mise en avant. Y a-t-il une réflexion en cours avec ce projet? Alors, les labels, du coup, il existe des plantes bleues, il y a des entreprises qui peuvent être HVE, mais ça, c'est des labels qui ne sont pas encore forcément très, très reconnus par le grand public. Voilà, c'est des labels qui donnent des bonnes pratiques environnementales, mais c'est vrai que le public, le grand public, quand il va acheter les plantes, il ne sait pas forcément à quoi correspondent ces labels. Donc, c'est vrai que pour tout ce qui est plantes zéro résidu, enfin, stratégie alternative, valorisation des stratégies alternatives, il n'existe pas encore forcément enfin, le grand public n'est pas forcément encore éveillé sur les labels qui existent. Ok, merci beaucoup, Olivier. Du coup, je vais vous remercier à tous les trois, ainsi que Marie, que vous n'avez pas vu, mais qui a contribué aussi à la préparation de ce webinaire. Du coup, on va vous donner rendez-vous. Alors, voilà, déjà, le replay du webinaire vous sera transmis la semaine prochaine. Et puis, on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire. Je pense que voilà, qui aura lieu donc le 24 mars. Donc, il y aura la thématique de ce webinaire sera produire et utiliser des semences non traitées. Et donc, vous recevrez une invitation pour vous inscrire comme pour celui-là. Et dans cette invitation, il y aura accès au webinaire, au replay du webinaire d'aujourd'hui. Voilà. Encore merci beaucoup de votre participation et bonne fin de journée. Au revoir.